Librement Linux, c'est au-delà de Windows. Et merci d'être fidèle au podcast. Et oui, c'est encore un nouveau numéro de Librement Linux. Et oui, je vous rappelle que Librement Linux est le seul podcast qui aborde des solutions open source, Linux, l'informatique et le digital au travers de news, de billets et d'échanges en français dans le texte, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écouter sur le site moncast.fr, également sur la chaîne YouTube de Steve 513V3. Je m'appelle Cédric et aujourd'hui, je suis accompagné de la team et de Steve notamment. Salut! Hey, salut tout le monde! Je suis également accompagné du Tux Pasquet qui tient le site numetopia.fr. Salut. Hello tout le monde. Merci à Enrique de Wavebeats Music et cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4.0, excepté les extraits musicaux, la bande son externe et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Et vous pouvez venir discuter avec nous sur le salon Matrix Librement Linux Podcast. Vous aurez plus d'infos dans le descriptif de cet épisode. Et nous sommes le dimanche 15 octobre, il est déjà 21h25 et merci de nous écouter. Il existe des faits divers que nous préférions ignorer, tout simplement par déni. La stupeur, la douleur, la colère, aucun mot ne peut véritablement rendre compte de nos sentiments face aux événements récents qui se sont déroulés à Arras. Nous sommes tous profondément affectés par ces agressions. Cependant, la question de qui est véritablement visé par ces attaques se pose. Est-ce l'institution éducative, la transmission du savoir ? En réalité, quelle que soit la cible, je ressens personnellement cette agression. Et je peux affirmer que nous ressentons tous cette atteinte profonde à notre institution, à nos concitoyens. En ces moments difficiles, unissons-nous pour défendre nos valeurs, soutenir notre communauté, montrer notre engagement envers les équipes éducatives, ses accompagnants également, et témoigner notre solidarité envers nos concitoyens. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci. Librement Linux. Librement Linux. Le billet de la semaine de Steve. Eh ben, je crois que c'est maintenant à mon tour de parler. Hein. Bon, on va essayer un petit peu de remonter quand même, en tout cas, à cette petite ambiance. Et en fait, ce billet, c'est l'écho d'une brève qui parlait justement de la place de la femme dans ce monde de l'informatique en général. Bon, parce que bon, pour ma part, et ce malgré le fait d'avoir eu une éducation très old school des années 80, si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, j'ai fait un peu comme les Pokémon ou comme Sangoku. Hein. J'ai évolué, enfin, du moins, j'ai essayé. Mais pour tout vous dire, en vérité, c'est parce que j'en ai vraiment marre du sexisme dans le monde de l'informatique. C'est vrai, bon, imaginez, hein, non content de déballer son immense bulbe de connaissances entre eux, ou à celui qui aura la plus grosse intelligence. Ouais, t'as vu, moi j'ai un XB4000, et moi j'ai un XB8000 de OC, c'est mieux. Bon, vous avez très bien compris, rassurez-vous, en fait, ils ont rien compris, et nous non plus d'ailleurs, de toute façon. Alors imaginez à quel point tout cela pourrait être franchement malaisant pour une femme, hein, d'évoluer autour d'une communauté de binoclars, geeks, boutonneux, et débordant de testostérone, hein, et convaincus en plus de ça qu'ils sont des super-héros parés d'un costume qui épouse parfaitement leurs muscles bien saillis. Ah non, ça c'est pas un muscle, hein, désolé, ça c'est le surplus de pizza qui n'a pas fini d'être digéré, hein, désolé. Hein. Non, il reste, je t'inquiète pas, il reste même. et le tout surmonté naturellement d'un moule bite bien gonflé avec une balle de tennis. En fait, bah, ça vous envoie du rêve. Hein. Ouais. Bon, attendez, hein, parce que maintenant, vous allez maintenant les imaginer dans la salle de pause café. Vous avez l'image, le torse bien bombé, le ventre rentré. Ah non, toujours cette foutue pizza qui n'est pas digérée, hein, et ce regard malaisant posé sur ce qu'il pense être une proie fragile, le tout accompagné naturellement de tas de préjugés. Eh ben non, les petits zizi, hein, il est temps franchement de se réveiller, hein, les temps ont changé, hein, sortez de vos grottes, hein, les gars, on a pas mal évolué hein, depuis l'ère des disquettes 5 pouces 1 quart, hein, parce que figurez-vous que le secteur de l'informatique est en pleine expansion, mais ça vous le saviez, et pourtant, ben, grâce à vous, les femmes y sont encore sous-représentées, hein, faisant face à de nombreux obstacles, hein, dont le sexisme sous toutes ses formes.
Bla bla bla, les femmes ne sont pas faites pour l'informatique, bla 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 bla, elles ne sont pas dans la capacité requise pour ce métier. Et en plus de ça, vous ajoutez le fait de faire des blagues bien graveleuses du genre « Oula, ça en fait des bits, ça !» accompagné le tout naturellement de ces rires pathétiques bien graveleux du genre Enfin, je vais pas vous indigner davantage à ce sujet, hein, mais vous avez quand même bien saisi l'image du type d'homme dans toute sa splendeur derrière son clavier. Alors messieurs, j'ai un scoop pour vous. Vous êtes pas drôle, hein, même pas un peu. Donc range-moi tes blagues de merde déjà pour commencer et trouve un moyen d'évacuer ces excès de testostérone qui tentent de te convaincre que tu es un homme. Alors imaginez le courage en plus de ça dont fait preuve ces femmes travaillant dans l'informatique, souvent confrontées à ces remarques sexistes. Hein. Sont-elles là pour le faire valoir finalement ou sont-elles vraiment capables de faire le job ? Ouais, je sais, on les prend moins au sérieux que les collègues masculins, je vous l'accorde, et en plus de ça, on les sous-estime. Alors qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, les femmes sont tout aussi capables, sinon mieux d'ailleurs, hein, que les hommes de coder, de développer des logiciels ou de travailler dans le cloud. Alors, très franchement, cette fois, je m'adresse à vous, mesdames, je m'incline avec respect, car votre charge de travail doit être certainement décuplée par rapport à vos homologues masculins. Parce que, en plus de votre travail à effectuer, vous devez aussi faire preuve d'un sens de l'humour bien aiguisé pour savoir se moquer de ces préjugés et de ces remarques déplacées. Ouais, mais ça, c'est un phénomène de mode, hein, c'est du girl power qui t'incite comme ça à poster ce billet. Et ça, c'est une réflexion de rageux, je trouve. Eh bien, mon cher Gontran, enfin, je sais pas, mais je trouve que franchement, avec la voix que tu viens de prendre, t'as vraiment une tête à t'appeler Gontran, de toute façon. En réponse, Ada Lovelace a écrit son premier programme d'informatique au 19e siècle. Oui, t'as bien entendu, c'était le 19e siècle. Alors dis-moi, Gontran, tu te vois déjà coder avec un stylo plume et de l'encre ? Alors s'il te plaît, ferme un peu ta boîte à camembert à ce sujet. Alors j'irai pas non plus jusqu'à froisser ton intelligence, hein, Gontran, mais je suis convaincu que tu pourras trouver une liste assez conséquente de l'influence des femmes dans le monde historique de l'informatique. Tu vois là, voilà, tu tapes comme ça maintenant sur Google, voilà, tu cliques maintenant sur le petit bouton, là, et paf, voilà, t'as vu, ça en fait du monde, hein. Le sexisme et toutes ses dérives, c'est un vrai problème. Et pas seulement dans l'informatique, hein, c'est un poison qui empêche les femmes de s'épanouir dans leur carrière, et pourtant, les femmes sont courageuses, déterminées, et elles ne se laissent pas abattre. Alors, messieurs les super-héros, rappelez-vous, hein, le clavier, c'est une extension de vos doigts, hein, pas de votre masculinité. Enfin, bon, si c'était le cas, ok, il y a aussi la souris. Et pour ma part, je suis pas toujours tendre avec ma souris. Super. Et merci de ne pas avoir fait ce billet simplement pour la journée de la femme, de l'avoir fait en dehors de cette journée. Why not, pourquoi pas, c'est vrai après tout. Ouais, non, mais avec voilà, plaisir. c'était très très important. Et d'ailleurs, tu tiens une rubrique qui s'appelle le courrier des auditeurs, ou peut-être il aura un autre nom, et il y avait un petit message promo à propos de ça. Hello tout le monde. Alors j'ai une petite requête à formuler à tous, dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts. Si vous aviez une question, une réflexion, une affirmation, bref, quelque chose à formuler, envoyez-moi cela de votre plus belle voix, un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur. Vous serez bref et succinct. Vous m'envoyez un petit fichier au format MP3 ou OGG. Enfin, bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix. Quelques-unes de vos interventions seront retenues et rediffusées lors de la rubrique. Merci d'avance à tous pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme qu'avec votre collaboration. Alors, nous comptons sur vous. Dis Steve, c'est quoi la couleur de tes sous-vêtements ? Oula, Sonia, je peux pas te répondre là, j'en ai pas aujourd'hui. Et je crois qu'on a déjà eu des messages qu'on verra tout à l'heure, hein, qu'on entendra tout à l'heure. Oui, tout à fait, quelques-uns. Oui. Super. Mais en tout cas, encore merci pour ce billet. Et on va tout de suite enchaîner avec l'actualité. Librement Linux. À vous, Cognac, l'actualité. Et on va parler du mouvement dans l'industrie des jeux vidéo, le TUX. Oui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a maintenant un peu plus, presque 2 ans, Microsoft a annoncé en janvier 2022 son projet de racheter Activision Blizzard. Vous savez, le studio qui possède les franchises populaires Call of Duty, mais aussi Warcraft, Starcraft, Diablo et plusieurs autres franchises, pour 69 milliards de dollars. Par contre, ça n'a pas pu se faire tout de suite, tout ça, parce qu'il a fallu qu'ils bataillent avec les différentes autorités de contrôle de la concurrence américaine, française et européenne. Alors, l'Europe, assez vite, ils ont dit « Ok, pas de problème ». Par contre, l'américaine et la britannique, ça a été un peu plus compliqué, surtout avec la britannique.
britannique et la CMA pour Competition and Market Authority avaient refusé ce rachat en estimant qu'il y avait un potentiel monopole de la part de Microsoft qui rachetait en même temps la part cloud gaming de Activision Blizzard, et avec ce qu'ils proposent comme service avec Xbox, ça pouvait faire un monopole, surtout en Angleterre. Donc la CMA avait d'abord refusé, et pour débloquer la situation, Microsoft a tout récemment proposé de céder les droits de cloud gaming des productions Activision Blizzard à un studio français, Ubisoft. Alors, l'autorité, finalement, elle a été convaincue par cette nouvelle proposition, et cette semaine, Microsoft a annoncé la finalisation du rachat. Alors, on parlait d'Ubisoft, finalement Ubisoft c'est un peu le gagnant dans cette histoire, parce que il a un service de cloud gaming qui s'appelle Ubisoft Plus, qui proposait aujourd'hui uniquement ses franchises, et demain il va proposer aussi les licences de Activision Blizzard, donc à savoir Call of Duty, Overwatch, etc. Il pourra utiliser ces licences-là, il ne sera pas bloqué par Microsoft. Non, en fait, l'accord, c'est que Ubisoft utilisera uniquement le cloud gaming, donc à travers son service d'abonnement, proposera les jeux Blizzard, Activision Blizzard. D'accord. Donc, alors, on les trouvera aussi sur celui de Xbox, mais on sera aussi assuré, si on a un compte Ubisoft Plus, de les avoir sur une autre plateforme. Oui, ça permet d'avoir une concentration des jeux que sur une seule plateforme. Oui. Voilà, ça évite que si on veut jouer à Call of Duty, on soit obligé de prendre Xbox. Un compte Xbox. Si on a un compte Ubisoft, on voit. Bon, après, ça change rien si on est chez un autre éditeur de cloud gaming, on n'aura pas plus. Peut-être que s'ils ont négocié des accords, mais en tout cas là, Ubisoft, ils ont négocié un accord qui permet de les avoir en exclusivité. Non, c'est pas en exclusivité, mais les avoir, de récupérer cette partie-là sans plus négocier à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu qui sort. Voilà. Alors, comme on parlait de jeux vidéo, il y a aussi une autre nouvelle qui a suscité un peu d'intérêt dans la communauté des jeux. On en avait parlé il y a 2 ou 3 épisodes avec un invité, Joe, de Unity. Vous vous souvenez de ça ? Oui, c'était l'affaire où ils avaient annoncé une petite taxe sur l'installation des jeux, je crois. C'est ça, ils avaient changé leur politique tarifaire. En fait, à chaque fois que tu installais un jeu, l'éditeur du jeu était obligé de payer une licence à Unity. Bon, ils avaient été revenus en arrière et tout ça, on va pas revenir dessus, on en a parlé, mais cette semaine, grande annonce, le patron de Unity a été limogé. Celui qui avait annoncé la fameuse taxe, c'est ça ? En tout cas, le patron, donc indirectement, lui, c'était un communiqué de presse, mais c'était lui qui était à l'origine de la stratégie. Alors, il faut savoir, ce patron-là, dont j'ai oublié le nom, bon, de toute façon... Avec une petite consonance italienne, si je me trompe pas, c'est bien ça. C'est ça, voilà. Alors, il était chez Unity depuis 2014. Avant ça, il était directeur chez Red Hat, donc chez Linux, avant de basculer chez Unity. Voilà. Au revoir, monsieur. Ah oui, c'est John Riccitiello. Oui, c'est ça. C'est ça. Riccitiello. Il fallait mettre la musique du parrain quand on disait son nom. C'est ça. Ça faisait penser au parrain, à la mafia. C'est ça. Riccitiello. Ouais, c'est d'accord. Bon, écoute. Après, je vais pas non plus me plaindre, c'est pas le type qu'on va retrouver à Pôle emploi, quoi. Non, surtout qu'en mai dernier, il virait 600 personnes, quand même. C'est bon, ça va. Ça va aller. Et qu'il mettra des pâtes dans son assiette la semaine prochaine, faut pas s'inquiéter, quoi. Ça tombe bien, il a bon port. Mais ça bouge pas mal. Il y a eu la fermeture des Google Gaming, là, je sais plus comment ça s'appelait. Maintenant, il y a la concentration des plateformes. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas vu de chiffres du nombre de joueurs ou d'abonnés sur les différentes plateformes, parce que avant les plateformes annonçaient on avait 1 million de joueurs inscrits, etc. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu de chiffres. Est-ce que ce serait pas en train de se casser la figure ? Je sais pas, parce que en tout cas, que ça soit Sony ou Microsoft, ils essayent de plus en plus d'attirer à travers leur pass. Alors je sais pas comment ça s'appelle le truc sur PlayStation, ou sinon le pass Xbox. J'ai l'impression qu'ils
En tout cas, il y a une volonté de... si, il y en a aussi qui parlent... Alors, on s'y attend moins, parce que c'est moins évident, mais il y a aussi Amazon Gaming, je crois. Ah oui. Qui propose... Alors, eux, ils ont une stratégie, ils proposent chaque semaine ou chaque mois des jeux, et puis en fait, tu peux y jouer pendant un mois, et après, c'est un peu comme les séries ou les films, ils acquièrent des droits, ils perdent des droits, donc ça change régulièrement leur catalogue. Ah oui, le catalogue change, d'accord. Voilà. Mais a priori, moi, celui-là, j'en entends beaucoup parler parce qu'à chaque fois, il présente des exclusivités pour la sortie de tel jeu populaire. Il y a une exclusivité pendant un mois chez Amazon. Mais voilà. Alors après, je sais pas du tout si ça reflète un succès ou pas. C'est juste qu'en termes de merchandising, ils mettent les moyens eux. Ok. Bon, à suivre. Oula, j'ai un problème de connexion, il y avait une virgule. Je vais régler ça. Entre-temps, un nouveau nom pour le compte de Firefox, un renaming. Oui, alors, ils font pas beaucoup dans l'originalité, et rassurez-vous, pour les utilisateurs, ça va rien changer. Mais en fait, le compte Firefox va être renommé en compte Mozilla. Alors, pour la petite histoire, au début, le compte Firefox permettait de synchroniser son navigateur sur Internet pour pouvoir retrouver ses paramètres, ses extensions, ses marque-pages, son historique de navigation sur un autre navigateur quand vous connectez au même compte. Oui, c'est vrai. Et voilà. Mais depuis, parce que c'est très ancien, je ne sais même plus en quelle année c'est apparu ça, mais depuis, en fait, le compte Firefox servait aussi pour s'identifier à différents services proposés par Mozilla. Pocket, Firefox Relay. Alors Firefox Relay, vous savez ce que c'est ? C'est les alias de messagerie. Voilà, c'est les alias de messagerie. J'ai mon anti-sèche devant moi. Plutôt que de donner sa véritable adresse mail à des services de spam, où on nous demande un mail pour pouvoir s'identifier par la suite, on utilise Firefox Relay, ça permet gratuitement, la version gratuite permet de générer 5 adresses mail Firefox. Et ces adresses mail redirigent vers votre adresse mail les messages qui lui sont adressés. Et puis quand vous en avez marre, vous la supprimez ou vous la coupez, et puis comme ça, le service auquel vous avez souscrit avec cette adresse relais ne connaît pas votre adresse mail et vous enverra plus de messages. Il y a aussi Firefox VPN, Firefox Monitor. Monitor, ça vous dit quelque chose ? Steve ? Non, pas du tout. Non, pas du tout, franchement pas. Non. Alors Firefox Monitor, c'est un truc, moi je l'utilise, et il est lié aujourd'hui au gestionnaire de mots de passe intégré à Firefox. C'est quelque chose qui vous permet de savoir si votre adresse mail a été poutrée. Voilà, comme poutré, ou en fait récupéré par... c'est plus que l'adresse mail, c'est est-ce que tes données ont fuité sur le darknet. En fait, ils récupèrent les données qui sont en libre circulation sur le darknet pour savoir si ça match. Donc généralement, c'est quoi ? C'est le numéro de carte bleue, l'adresse mail, le mot de passe associé à l'adresse mail, voilà. Eh ben écoute, je vais essayer, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc... Voilà, il y a plusieurs services et il y en a quelques-uns a priori qui sont encore prévus, mais en fait tout ça manquait un peu de cohérence, et puis rattacher ça à Firefox qui est à la base un navigateur, ça n'avait plus tellement de sens. Donc la fondation a décidé de renommer le compte Firefox en compte Mozilla. Ce changement, il sera effectif à partir du 1er novembre prochain. Par contre, l'adresse pour se connecter à son compte ne change pas, ça reste toujours accounts.firefox.com. D'accord, il reste sur l'adresse Firefox. Ok. Voilà, il reste dessus. Mais c'est juste un changement de nom pour les utilisateurs, ça ne devrait rien changer. Donc toi, Steve, t'es intéressé par Firefox Monitor. Pocket, t'en avais déjà entendu parler de... Absolument pas, non, pas du tout. Non, du tout. C'est en fait quand tu surfes, que tu veux mémoriser des pages, le contenu de certaines pages ou des extraits de certaines pages, tu peux utiliser Pocket pour mémoriser ça dans ton bloc-notes personnel. Voilà. Comme ça, tu peux revenir dessus plus tard, dans un an, etc. C'est assez pratique. Ouais, il y a aussi la synchronisation entre les Firefox, entre ton Firefox de bureau et celui sur ton téléphone. Si tu utilises le compte Firefox, ça se synchronise. Tu peux retrouver tes onglets, donc d'un poste à un autre. En fait, tu continues ta navigation comme si de rien n'était. Voilà. Eh ben écoute, ça va peut-être me décider à changer un petit peu mon navigateur, tout ça, non ? Et puis tout ça, parce que tu vas me dire, ouais, mais Google, il fait ça très bien avec Google Chrome.
Sauf que là, Firefox et la fondation Mozilla n'utilisent pas tes données personnelles hébergées chez eux pour pouvoir les revendre et faire du ciblage publicitaire. Je m'en doutais. Alors, moi, je trouve ces services très bien. En effet, par exemple, pour voir si ton adresse mail a fuité, c'est très bien qu'ils puissent proposer ça, parce que je pense que Firefox, en tout cas Mozilla, est assez sérieux pour pas faire n'importe quoi avec déjà ce que tu leur soumets. Parce que quand tu dis, est-ce que mon adresse mail a été poutrée, évidemment, tu vas fournir l'adresse mail. Mais voilà, je pense que Mozilla est assez sérieux pour pas en faire n'importe quoi. Et c'est vrai que j'étais réticent, moi, à utiliser d'autres services connexes, des sites internet qui te proposaient exactement la même chose, sauf que ces sites internet, tu les connais pas. Et quand ils te demandent de taper ton adresse mail, tu sais pas s'ils vont pas la mémoriser quelque part. Voilà. Donc c'est très bien. Le seul point faible et le reproche que je peux faire à Mozilla, c'est de ne pas, par exemple, pour avoir la synchronisation entre les différents Firefox, ça va s'appuyer sur leur serveur. Et à aucun moment, il est possible de dire non, moi j'ai mon propre serveur et j'aimerais héberger ce service chez moi. Voilà, il y a simplement ce point de vue de décentralisation qui manquerait, qui enlèverait cette rigidité sur quelques services. Alors, tu parlais de Monitor, en fait, historiquement, Mozilla s'appuyait sur le service Have I Been Pwned, oui, qui existe toujours, qui permet de faire exactement la même chose. En fait, il s'appuyait sur ce service-là pour faire la corrélation entre l'adresse que tu renseignais et l'accès à la base de données où Have Been Pwned a répertorié tous les leaks sur le dark web. D'accord. Mais Firefox, oui, je pense qu'ils vont prendre de plus en plus d'importance, surtout avec ce qui va arriver dans les navigateurs. À mon avis, ils ont leur épingle du jeu à tirer. Disons que aujourd'hui, c'est la seule alternative face à Chromium. Où en fait, aujourd'hui, quasiment tous les autres navigateurs, hormis Safari, sont tous sur une base Chromium, donc sont tous dépendants de Google, parce que derrière Chromium, c'est quand même Google qui décide beaucoup du développement, même si il y a Microsoft, mais d'ailleurs, quand on regarde Microsoft Edge versus Google Chrome, il n'y a pas de grosse différence. À part quelques icônes qui ont changé, c'est la même chose, quoi. Mais on en reparlera, on fera un dossier justement sur les navigateurs, avec cette multitude de navigateurs, pourquoi on n'arrive pas à faire notre choix et pourquoi on est obligé de faire un choix alors que le moteur est pratiquement le même. Justement, on fera un dossier complet là-dessus si vous voulez bien. Je crois que c'est dans nos tablettes. Tout à fait. Ok, très bien, on va enchaîner. Le PC taxé. Je connaissais le PC taxi, mais le PC taxé, je connaissais pas du tout. Vas-y. Oui, le PC taxé. Bon, alors, avant de vous parler du PC taxé, est-ce que vous vous souvenez d'un truc qui s'appelle la taxe à la copie sur la copie privée que l'on paye sur chaque achat? Oui, c'était pour pouvoir copier des films et de la musique librement. Ah non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, la taxe que nous payons, c'est un truc que l'on paye tous, alors je crois qu'en Belgique aussi, puisque c'est un truc européen, sur tous les stockages. Donc on achète une clé USB, un disque dur, etc. On paye une taxe à la copie privée sur les smartphones, sur les tablettes, sur les box, etc. Je crois que c'est 14 € sur un téléphone, la taxe qu'on paye. Et puis alors, récemment, cette taxe pour la copie privée avait été remise... Alors, pourquoi elle est là? En fait, c'est une taxe qui permet aux ayants droit, artistes, producteurs, etc., de compenser un manque à gagner lorsque des consommateurs copient des musiques pour un usage privé. Parce qu'on a le droit de copier son CD, on a le droit de le copier sur son DAT. Disque dur sur son DAT. Sur son DAT, oui. Je sais pas si les plus jeunes savent ce que c'est qu'un DAT. Ils iront chercher, au pire, chercher DCC aussi. DCC, ça marche bien. Mais bon, qui est-ce qui n'a pas acheté un CD audio et ripé son CD audio pour pouvoir l'écouter sur son smartphone ou sur son iPod à l'époque? Ah ben, carrément, moi, toute ma CD Tech a été numérisée. Ouais, voilà. Pareil, moi, toute ma collection de Yvette Horner, c'est directement sur mon disque dur. Hein. Oui, bien sûr. Et mais même à l'époque, on mettait son CD sur une cassette audio pour pouvoir l'écouter dans son autoradio à l'époque où il n'y avait pas encore de platine CD dans les voitures. On payait une taxe de copie privée. Bref, dès qu'on faisait tout ça, les
les ayants droit, mais surtout les majors de la musique, hein, parce que c'est pas forcément le petit artiste qui en bénéficie. Pascal ? C'est Pascal ? Ils voulaient récupérer de la thune. Donc, alors récemment, on en a à nouveau parlé parce que ils se sont dit, maintenant les gens, ils achètent plus du neuf, ils achètent de l'occasion. Et on va taxer aussi l'occasion. Alors ils ont décidé que les téléphones reconditionnés, ils allaient devoir payer, on allait devoir payer aussi une taxe ayant droit. Alors, mais ça suffit toujours pas. Maintenant, ils se disent, on récupère pas assez d'argent. Donc, récemment, les défendeurs de cette taxe ont laissé entendre qu'ils voudraient l'étendre aussi aux ordinateurs, que ce soit un ordinateur neuf ou un ordinateur d'occasion. Magnifique. Décidément, ils nous lâchent pas cela. Hein. Magnifique. Mais c'est pas possible. Non, mais moi, ce que je trouve surtout aberrant, c'est, à la rigueur, ordinateur, surtout qu'un ordinateur, c'est pas forcément lié à la musique. C'est-à-dire que quand tu vas acheter un ordinateur de bureau pour ton entreprise, l'entreprise va payer une taxe à la copie privée alors que tu es là pour faire du Word et de l'Excel. C'est complètement illogique. Et puis, t'es pas obligé d'écouter de la musique sur ton ordinateur. Mais en plus de ça, tu vas la payer une première fois quand tu l'achètes neuf, et tu vas la payer aussi une deuxième fois si tu l'achètes d'occasion. Moi, sur le coup, je me dis, à la limite, tu es un employé qui travaille sur un PC qui a déjà une gueule, tu vois, genre qui est pas du tout bling-bling. Plus de ça, tu es au 6e étage et tu travailles sur un tableur Excel. Si en plus de ça, tu dois payer cette foutue taxe, autant mettre du Mylène Farmer et puis après te jeter par la fenêtre. C'est tout. Tu ne touches pas à Mylène Farmer, s'il te plaît. Moi, j'aurais dit Céline Dion, excuse-moi. Ouais, de toute façon, quelque chose Lara comme Fabian, ça, tu vois. Je t'aime. Ou Lara Fabian. Ou Jean-Louis Murat, je sais pas, moi. C'est bien parce que c'est tous des artistes que tout le monde connaît. Et qu'on aime tous, et qu'on aime tous, d'ailleurs, je précise. Oui, bien sûr. Ouais, c'est. On a tous été les voir en concert, ces gens-là. C'est ça. C'est comme la TVA, c'est comme la TVA sur les taxes. T'es taxé sur la taxe. C'est beau. Non, mais je le trouve que à la rigueur, sur les smartphones ou sur ça n'existe plus, les lecteurs MP3 et tout ça, que tu payes une taxe. Pourquoi pas? Et encore. Mais que tu la payes quand c'est un matériel d'occasion, donc ça veut dire que. Je te rejoins pas. Le Tux, je te rejoins pas du tout là-dessus. Que tu la payes sur les smartphones, je suis désolé. Qui aujourd'hui copie encore ses MP3 sur son téléphone? Non, mais aujourd'hui, ils vont te dire, ouais, mais en fait, sur ton MP3, tu écoutes du Deezer ou du Spotify. Oui, mais tu payes sur Deezer. Tu payes sur Deezer, je suis désolé. Ouais, ou t'écoutes, ou t'entends de la pub. Mais, voilà, c'est ça. En fait, tu payes, oui. Mais quelque part, tu payes. C'est toujours un moyen de récupérer de l'argent, quoi. Oui, mais alors attends, ils auraient pu laisser concrètement la taxe sur la télévision publique et l'INA, parce que là aussi, t'as de la pub sur France 2. Justement, c'était leur leitmotiv en disant, vu qu'on a de la pub sur France 2, en effet, il n'y a pas besoin de conserver cette taxe audiovisuelle. Et là, à l'inverse, mais sur les smartphones... La redevance. Ouais, la redevance. Mais en fait, la redevance, elle est juste généralisée. C'est-à-dire qu'avant, tu payais ta redevance à partir du moment où tu avais un poste de télévision. Oui, mais ils se sont rendus compte et puis ils se sont rendus compte que c'était une connerie, en fait, t'as plus besoin d'avoir un poste de télévision pour regarder la télévision. Donc ça leur a posé problème. Ah oui, il y avait un trou dans la raquette. Oui, il y avait un trou dans la raquette. Et ils se voyaient très mal dire que cette redevance, ils allaient la généraliser sur les moniteurs. Non, à tous les foyers, peu importe. Tu pars du principe. C'est comme ça, vous vous en souvenez pas, et moi je m'en souviens pas parce qu'on était gamins, mais à un moment donné, on avait la redevance télé et la redevance radio. Sauf qu'à un moment donné, la redevance radio, elle a disparu, et en fait, elle a été fusionnée avec la redevance télé. Alors là, le coup d'escarmouche qu'ils nous ont fait, c'est qu'en fait, la redevance, elle n'existe plus, mais en fait, on la paye dans nos impôts. Oui, c'est dans les impôts. Ok. Mais il y a toujours une redevance. Mais voilà. Mais c'est... Bon, après, moi, je suis personnellement, je suis pour la redevance, et je suis pour la redevance externalisée des impôts. Parce qu'aujourd'hui, comme elle est internalisée aux impôts, on est dépendant du budget du gouvernement. Donc combien ils vont destiner à l'audiovisuel public. Alors qu'à l'époque, quand c'était la redevance externalisée aux impôts, c'était un budget spécifique, on savait combien c'était une enveloppe à part. C'était une enveloppe à part, et donc, peu importe la couleur politique du gouvernement en place, cette enveloppe a été toujours là. Et ça donnait une certaine
assise financière à l'audiovisuel public pour développer ce qu'il voulait développer sans être dépendant du politique. Voilà. Et simplement un aparté, et puis on terminera parce qu'on a pas mal débordé. La redevance, en tout cas les impôts qui payent l'audiovisuel, c'est pas que France 2, France 3, France 4 ou France Info, mais c'est également les chaînes de radio. CRT, l'INA et Radio France. Donc Radio France, et également en effet l'INA qui est la mémoire audiovisuelle du français. Donc voilà, c'est pas que France 2, parce qu'il y en a beaucoup qui disent je payais une redevance pour avoir des conneries à la télé. Eh bien, écoutez, mon brave monsieur. Et moi, je voulais savoir, Steve, en Belgique, vous avez une redevance Ouais, malheureusement, En fait, en gros, on a eu une redevance. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais gamin, effectivement, la redevance télé dont tu parles. Je sais qu'en fin de compte, il y a une grosse différence, en tout cas chez nous, entre les francophones et les néerlandophones, où il y a effectivement eu pendant tout un temps, nous on devait remettre à chaque fois notre redevance télé annuellement, et puis tout d'un coup elle a disparu du côté de chez les flamands. Donc résultat des courses, il y avait une certaine forme d'inégalité entre tout cela, parce que nous on continuait à remettre, nous les francophones et pas les néerlandophones. Aujourd'hui, en fait, tout a été absorbé effectivement dans les facturations de notre connexion à notre télévision, donc c'est-à-dire on appelle ça la télédistribution, ou à notre bouquet numérique, enfin en tout cas à notre abonnement qu'on souscrit. Et donc finalement, ça a été absorbé un peu comme chez vous, j'imagine fort bien. Mais on a toujours en tout cas ce surplus qui est vachement dérangeant, surtout quand on sait que pour nous, les télévisions nationales, c'est-à-dire RTBF, RTL TV étant une télévision privée, mais en fin de compte, on doit quand même remettre une redevance pour eux. Mais le problème, c'est qu'en fin de compte, et ça c'est un truc qui m'énerve énormément, c'est je t'interromps. Oui, pardon. Une chaîne privée touche de l'argent public ? Ça, malheureusement, je ne vais pas non plus m'avancer trop loin dans le truc là, en étant sûr de ce que j'avance. Mais en tout cas... Est-ce que nous en France, TF1 ou M6, ils sont pas subventionnés, ils sont pas du tout subventionnés. Ils sont pas du tout subventionnés. Ils ont des cadeaux, ils ont des cadeaux du genre le foot, on va vous le laisser. Donc là évidemment ça fait des audiences records, mais ils ont des niches fiscales, ils ont des trucs comme ça, mais la redevance c'est... Je jure pas, parce que ça, par contre, je peux pas être formel, parce que je vais pas m'avancer sur le terrain en disant que on paye pour eux, comme par exemple RTL TV, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que finalement, on paye plus, en tout cas, que ce soit la redevance télé ou en tout cas notre abonnement pour pouvoir justement accéder à la télévision, on paye plus pour regarder la publicité plutôt que de regarder un film ou un truc intéressant ou un truc divertissant. D'ailleurs, je vais vous avouer un truc, c'est que nous les Belges, maintenant c'est un avis perso et en tout cas c'est ce que je constate autour de moi, on regarde plus facilement et plus volontiers un programme français qu'un programme belge. Et vous n'en êtes pas dégoûté des programmes français? Parce que moi aujourd'hui, je me suis remis à la télé après 15 ans d'avoir éteint la télé, je l'ai rallumé sur les chaînes françaises, notamment M6, etc. J'ai l'impression que c'est de la pub, annonce d'un programme où il y aura de la pub, et tout compte fait, le programme, tu l'attends toujours. C'est l'impression que ça me donne actuellement. Moi je dis, on a encore de la chance, parce que aller aux États-Unis, regarder une chaîne américaine, oui, tout à fait. C'est infernal. C'est 5 minutes de programme, 15 minutes de pub. 5 minutes de programme, 15 minutes de pub. Mais je suis d'accord avec toi, tu regardes le Super Bowl, en fin de compte, tu demandes même aux joueurs d'arrêter parce que c'est la pub. Façon de parler, mais c'est un peu ça, quoi. C'est infernal. Et voilà. Mais bon, après, moi, les chaînes françaises, même la télévision française, à part Arte, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Après, moi, je suis fier j'étais fier de payer, même si j'avais plus de télévision, mais j'avais simplement un moyen de recevoir les chaînes via la Freebox qui étaient diffusées sur un écran. Donc, en effet, j'aurais pu échapper à cette redevance, mais je continuais à la payer, tout simplement parce que il y a des émissions, je considérais qu'il y avait des émissions qui valaient le coup, et pour pouvoir dire, non, je participe à cet effort, je payais cette redevance. Moi, je me souviens, il y avait des émissions d'Élise Lucet, il y a des reportages qui sont très intéressants, des enquêtes d'investigation qui sont qui sont révélateurs de dysfonctionnements assez graves dans notre société, et justement, je suis fier, en effet, de participer à ça, tout compte fait. Alors, en effet, tu regardes, alors il n'y a pas de télé-réalité sur France 2. C'est sur service public. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de télé-réalité sur France 2, ni France 3, ni sur Radio France, etc. Mais j'ai envie de dire, dans l'ensemble, je suis fier des programmes que nous propose le service public. Voilà. Moi, je te rejoins surtout sur ce que tu as cité. Après, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une baisse de qualité par rapport. Mais bon, ça va avec la tendance des gens. Je ne sais pas si vous connaissez le film Idiocratie. Non. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui.
Oui, c'est même limite mon film de chevet, façon de parler. Mais c'est vraiment envers ça qu'on tend. C'est vraiment C'est ça, on est tout à fait... Voilà. Ouais. C'est ça. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre le film, mais ça montre bien dans le monde dans lequel on vit. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Rapidement, on va parler de révolution. Et j'ai pas de jingle. Non, mais ce soir, ça va pas. Révolution en Belgique, excuse-moi, Steve. Non, c'est pas moi, c'est le texte. Alors oui, cette semaine, l'IBPT, oui, c'est ça. C'est bien ça, donc l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, a pris une décision révolutionnaire pour l'accès à Internet en Belgique. En effet, les utilisateurs pourront choisir le modèle qu'ils veulent utiliser pour leur connexion Internet et plus forcément celui imposé par leur fournisseur d'accès. T'as bien parlé de modem, hein, on est d'accord. On est bien d'accord. Donc, sans plus tarder, je vous propose de retrouver notre correspondant sur place, en local, en direct de Bâle, Maurice, qui pourra nous en dire plus. Allô? Ouais, c'est bien moi. On est bien donc dans le fin fond du trou de la ville de Bâle, ici en Belgique, hein, oui. Donc oui, effectivement, hein, cher ami Le Tux, en fait, ils ont décidé de prendre une décision, parce qu'on prend beaucoup de décisions chez nous en Belgique, et on a décidé que, par exemple, Proximus, vous, Orange, Telenet ou encore Scarlet, eh ben, ils disposent maintenant de 12 mois, à partir de maintenant, tout de suite, là maintenant, de s'adapter. Donc ça veut dire que les utilisateurs finaux, et ça je suis en train de le lire, hein, c'est pas facile, les utilisateurs finaux doivent pouvoir raccorder leur propre équipement terminal au réseau 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente décision. J'ai rien compris de ce que je viens de lire, nom de Dieu. Alors, Steve, tu vas m'aider parce que j'en peux plus. Nom de Dieu, et moi non plus, j'en peux plus, j'ai plus de voix après ça. Bon, en gros, ça veut dire tout simplement qu'en réalité, à partir du 1er novembre 2024, eh bien, l'abonné pourra, donc l'abonné, c'est-à-dire nous, les utilisateurs finaux, on pourra être en mesure de refuser le modem de l'opérateur et d'opter pour un modèle de notre choix. Donc, en gros, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en Belgique, je pense que de toute façon, c'est exactement pareil chez vous en France, hein, c'est que, on souscrit un abonnement, on doit effectivement, dans le package, recevoir un modem qu'on nous impose. Et pour les utilisateurs, la plupart d'entre nous, ça nous convient parfaitement si on n'est pas du tout chipoteur, bidouilleur, etc. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien peut-être avoir moins de fonctionnalités ou plus de fonctionnalités. Soit on veut effectivement uniquement avoir ce qu'on appelle le modem pur et simple et mettre derrière un routeur qu'on aura nous-mêmes saucé à notre manière, etc., etc. Donc le but un peu, c'était l'argument justement de l'IBPT qui estimait qu'en fin de compte il y avait en fait une liberté de choix du modem pour permettre aux clients de changer plus facilement d'opérateur sur la même infrastructure réseau et même de pouvoir éventuellement choisir consciemment un appareil plus durable ou offrant des fonctionnalités supplémentaires. Donc voilà, en gros pour l'instant de toute façon ce qui se passe c'est qu'en Belgique il y a 99%, j'ai bien dit 99 et pas 99%, 99% des fournisseurs d'accès qui vous obligent de toute façon à vous connecter avec... Oui, c'est une obligation aujourd'hui, mais il y en a que, je veux dire, quand je dis 99%, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a 2 opérateurs qui nous laissent le choix parmi 8 produits. Mais sinon, les autres, donc c'est-à-dire les plus grands des majors qui nous distribuent l'Internet en Belgique, eux nous imposent tel ou tel modem pour pouvoir nous y connecter, quoi. Donc voilà, en gros, c'est ce qui se passe pour l'instant. Et en réalité, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est pas une décision style par exemple waouh c'est la révolution totale, que du contraire en fait il faut bien savoir qu'il y a en fin de compte un article de loi, une législation européenne qui dit dans les règles qu'ils définissent l'accès à Internet ouvert estime que par exemple l'utilisateur a le droit de choisir son équipement tout simplement. Donc en fait il y a déjà une loi qui date quand même de 2008 à propos de ça. Donc en fait, ils ne vont pas dire aujourd'hui en Belgique, ouais non, on a pris une décision, ça va être révolutionnaire. Non, en fait, ils ont plutôt dit, on va se mettre à la page, on va respecter la directive de 2008 qui dit en fait, voilà, l'utilisateur final a le droit d'utiliser un équipement et les terminaux de son choix. Point. Donc voilà quoi. Ça va faire comme en France où tout compte fait, les opérateurs te proposent un modem, entre guillemets, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'accepter le modem, que ce soit SFR, Free ou Orange, mais rien ne t'empêche, si tu as un modem toi, de te connecter sur la ligne et de pouvoir te connecter. Alors faut avoir un petit peu des notions techniques parce qu'il y a des choses à paramétrer et la doc est pas fournie systématiquement. Voilà, et ça fonctionnait bien avec la DSL quand on avait un signal qui arrivait
été mise en forme sur les lignes France Télécom, mais avec la fibre optique, où chacun déploie la fibre optique un peu comme il le veut, avec des différentes normes et tout ça. Donc toi, il faudra, quand tu as acheté ton modem, que tu te renseignes d'abord, savoir quelle fibre optique arrive chez toi, pour pouvoir adapter ton modem à la fibre optique. Mais bien entendu, personne ne va te dire, oui, mais la fibre optique, là, en fait, c'est du symétrique, là, c'est de l'asymétrique, là, c'est du je sais pas quoi, du PPT, et donc, en fait, on peut théoriquement le faire, mais dans la pratique, c'est infaisable. Je pense qu'en vérité, de toute façon, dans cette finalité, c'est un peu de la poudre aux yeux. C'est nous donner l'impression qu'on aura le choix, mais très sincèrement, ça va simplement que concerner une minorité d'utilisateurs comme nous, qui en fait avons envie tout simplement d'avoir un routeur derrière tout ça pour un peu plus de sécurisation, etc., etc. Tu vois. Donc très franchement, ouais, peut-être. Enfin, l'argument de base qu'ils ont sorti, c'était de dire ouais, mais ça va un petit peu redynamiser l'aspect concurrentiel et donc peut-être justement revoir des tarifs un tout petit peu plus ou moins. Et j'ai un peu peur en fait de cet argument de Brun aussi. Mais bon, voilà, en fait. Je pense que c'est vraiment de la poudre aux yeux. En fait, oui, mais carrément. C'est une annonce je pense qu'on est masque autre chose. Ouais. Ça changera absolument rien. En France, vous pouvez également donc utiliser votre propre modem. Moi, j'ai abandonné cette idée depuis longtemps. Je préfère utiliser le modem de l'opérateur. Par contre, j'ai mon propre routeur derrière. Tout à fait. Parce que quand tu changes d'opérateur, tu changes de modem. Ça veut dire que tu es obligé de refaire la configuration réseau, des adresses IP, des machins. Que du moment où tu as un routeur, c'est transparent en fait. Tu n'as plus qu'à reparamétrer le routeur qui se connecte sur la bonne box et c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai fait aussi. C'est ce que je fais aussi. Bon, ben c'est parfait. On est fait pour s'entendre. Allez, on va passer tout de suite aux sorties de la semaine. Librement Linux, les sorties de la semaine. Et le Tux, tu vas nous parler de Ardour, Raspberry Pi, Ubuntu et qui passe. Oui, donc on va commencer par Ardour qui passe en version 8. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ardour c'est une station audio numérique libre, souvent présentée comme une alternative à Pro Tools, qui est un logiciel propriétaire qui permet de faire de la captation, du montage, du mixage et plein d'autres choses autour du son, qui est très utilisé dans le domaine professionnel. Alors, pour parler spécifiquement d'Ardour 8, en fait, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais principalement des nouveaux moyens pour créer excusez-moi, je me reprends. La création d'automation qui est facilitée avec la possibilité de les dessiner à main levée, l'utilisation du MIDI qui est améliorée avec un nouvel en-tête de piste pour les pistes MIDI et ainsi que la possibilité d'accéder plus facilement au réglage de vélocité des notes MIDI et l'utilisation de la DOM MIDNAME pour nommer les notes. Et dernière haute nouveauté majeure qui est la possibilité de regrouper les régions en un seul aimant quand vous en sélectionnez plusieurs. Raspberry Pi OS, il n'y a pas de numéro de version, en fait toutes les versions de Raspberry Pi OS s'appellent Raspberry Pi OS, mais la nouvelle bouture de Raspberry Pi OS utilise comme base Debian 12 avec donc la prise en charge de Wayland, Papwire qui est donc le moteur audio par défaut. Et cette nouvelle version de Raspberry Pi OS fonctionne du Raspberry Pi 3B jusqu'aux versions les plus récentes, à savoir le Raspberry Pi 5 qui est disponible depuis peu. Ah, génial. Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur. Un commentaire par là. Voilà. Non, c'est pas le Minotaur qu'on entendait, c'est juste le chat. Donc Ubuntu 23.10 supporté que 9 mois, attention, c'est pas une LTS. Donc en juillet 2024, vous devrez mettre à jour avant juillet 2024 pour continuer à avoir les patchs de sécurité. Cette version-là se caractérise principalement avec un installeur qui change un peu. Avant, on avait la possibilité de choisir entre une installation minimale et une installation par défaut. En fait, l'installation minimale devient l'installation par défaut et l'installation normale devient l'installation étendue. Sinon, cette nouvelle version sur la mouture principale vient avec GNOME 45, son indicateur d'espace de travail, l'amélioration des performances de son gestionnaire de fichiers, etc. On en a déjà parlé de GNOME il y a 2 ou 3 numéros, je crois.
Et Ubuntu installe aussi par défaut le GNOME Tiling Assistant qui permet de faire du tuilage rapide de fenêtres. Vous savez ce que c'est le tuilage rapide ? Je me souviens plus. En fait, le tuilage rapide, c'est quand vous prenez une fenêtre, que vous la déplacez en haut de votre écran, à droite de votre écran, elle va se positionner automatiquement. Oui, j'allais le dire. Non, mais ça évite en effet de les redimensionner. Attends, pixel près. Ah, ça y est, Voilà. j'ai fait la moitié. Et en fait, par défaut, GNOME fait un truc très basique, c'est moitié droite, moitié gauche. Il existe une extension qui s'appelle Tiling Assistant qui permet de faire des quarts d'écran, des huitièmes d'écran, qui permet que quand vous ajustez deux fenêtres côte à côte qui avaient été tuées côte à côte, de réduire l'une en allongeant l'autre, etc. Donc une extension qui est très intéressante, qui est que si vous êtes sur KDE, si vous êtes sur Cinnamon, si vous êtes sur XFCE, vous avez déjà depuis bien longtemps. Sous Windows, ça existe depuis bien longtemps. Mais GNOME était et reste jusqu'à présent assez limité sur cette fonctionnalité. Un peu à la bourre, d'accord. Ouais, ils n'ont pas voulu se concentrer là-dessus. Et d'ailleurs, il y a une news qui est tombée concernant Ubuntu, où son programme d'installation donc de son bureau 2310 a été retiré de la branche ukrainienne. Ah, pardon. Donc vas-y, je te laisse. En fait, je voulais juste préciser le noyau de 2310, c'est le noyau Linux 6.5. Et en fait, elle n'a pas été retirée uniquement en Ukraine, elle a été retirée tout court parce que des petits contributeurs malveillants se sont amusés à transformer la traduction de certaines phrases en ukrainien pour dire des insultes et des choses comme ça. Donc actuellement, la version d'Ubuntu 23.10 n'est plus téléchargeable. Par contre, vous pouvez mettre à jour. Une fois que les problèmes de correction, puisqu'en fait, faut savoir que les traductions sont accessibles par tous sur des espaces communautaires où chacun peut contribuer à traduire la distribution et plein d'autres logiciels dans sa langue. Et ça a été pris d'assaut par des hackers des hackers, c'est pas des hackers parce qu'en fait il n'y a pas de hack, mais des gens qui ont malveillants et quand ils ont publié, ils n'ont pas fait attention à ça, ou Canonical, et c'est passé à la trappe. On ne sait pas d'ailleurs. Oui, excuse-moi. On ne sait pas parce que oui, il y avait des messages xénophobes, mais également des messages contre le Moyen-Orient. Et ces messages ont été publiés avant qu'il y ait les tensions qu'on connaît là, qui ont lieu actuellement au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas. Et ces messages ont été publiés. On a daté ça a priori autour du 22 septembre. Voilà. Donc qui passe, juste un peu. Oui, qui passe en version 2.55. Pas de grandes nouveautés visibles, plutôt des petits aménagements. Par exemple, les modules d'importation ont été un peu améliorés avec l'importation des fichiers, des fichiers CVS générés par Google pour les mots de passe ou MSecure. Excusez-moi, il y a un bavard. Ainsi que que l'import des fichiers de 1Password. Moi j'ai noté aussi que si vous utilisez un coffre qui utilisait une méthode de transformation de clés trop ancienne, il vous proposait de la mettre à jour vers une méthode plus robuste et plus récente. Ah d'accord, là il te force la mise à jour. D'accord, très bien. Voilà. Il te force pas. Il te met un message quand tu ouvres ton coffre en disant attention, c'est un peu ancien tout ça. Voulez-vous mettre à jour ? Alors tu peux faire non. Bon, moi j'invite à dire oui. Et puis après vous sauvegardez votre coffre et la nouvelle méthode de transformation de clés est appliquée. D'accord, très bien. Tout ça touche un petit peu à la sécurité et ça tombe bien parce qu'on va enchaîner sur la sécurité. Librement Linux. Votre Logitech a été mise à jour avec succès. La météo sécurité. Ah oui, la météo sécurité. Et je vais vous parler d'une vulnérabilité qui est là depuis... Alors, la vulnérabilité, elle est là depuis très longtemps, mais on en parle au moins déjà depuis une semaine. Est-ce que quelqu'un connaît curl ? Ça vous dit quelque chose ? Oui.
Une commande dans le terminal, si je me trompe pas, c'est bien ça. Hein. Oui, Ouais, oui, alléluia. Pour télécharger. Il y en a, oui, c'est pour télécharger, etc. Moi, en tant que DevOps, je m'en sers énormément, en effet, pour télécharger, pour consulter le contenu du page et voir s'il y a des choses qui ont changé, par exemple, mais également se passer des fonctionnalités du navigateur, tout ce qui est aspect cache, etc. Savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque vous tapez une adresse. Est-ce qu'il y a des redirections? Tout ce que vous ne voyez pas dans un navigateur. Donc, curl permet de faire tout ça et plein d'autres choses. Et ben, bing, ça y est. Il y a une vulnérabilité. Alors, pas dans curl, dans une bibliothèque qui est utilisée, qui s'appelle libc. Et là, tous ceux qui sont sous Linux depuis un bon moment disent libc, ça me dit quelque chose. Ben ouais, pas de bol, hein. Libc comme librairie C. La librairie du C. Et ouais, c'est celle-ci qui est pétée. Et pour rappel, hein, tous les programmes, tous les binaires sous Linux utilisent librairie C. Donc voilà. Donc là, ça craint du boutin. Concrètement, qu'est-ce qui se passe avec cette librairie? Alors, ça veut pas dire que tous vos programmes sont pétés, sont cassés, il va falloir tout mettre à jour, quoique. C'est simplement que cette librairie, si elle est utilisée à mauvais escient, ça peut élever les privilèges des utilisateurs qui seraient déjà connectés sur votre système. Je m'explique. Vous êtes sur votre Linux, vous êtes derrière un pare-feu et il y a personne qui se connecte, mis à part vous. Donc vous pouvez avoir des droits admin, ça pose aucun souci, tout est nickel, vous êtes tranquille. Bon, mettez à jour quand vous avez le temps, mais c'est tranquille. Maintenant, vous êtes dans une entreprise et vous faites venir des prestataires pour qu'ils installent des trucs, etc. Mais vous allez les cloisonner en disant, bon, t'as pas le droit au compte administrateur, mais t'as un compte utilisateur qui te permettra de faire ça. Et ben, grâce à sa vulnérabilité, cet utilisateur pourra s'élever les droits et pourra devenir administrateur et aller là où il n'avait pas l'autorisation d'aller ou modifier des données qu'il n'avait pas le droit de modifier, auxquelles il n'avait pas normalement accès. Donc voilà ce que c'est cette vulnérabilité et pourquoi elle est aussi craignos. Concrètement, tous les DevOps là sont en train de se lécher les babines. Donc le seul moyen de se prémunir de ça, c'est de mettre à jour, comme d'habitude, vous mettez à jour les programmes, les noyaux, tout ce qu'on vous demande de mettre à jour, vous l'acceptez. Et pour ceux qui aimeraient exploiter cette vulnérabilité, c'est simplement une variable d'environnement à déclarer qui s'appelle glibc tunables, et puis il y a une petite phrase magique à l'intérieur qui vous permettrait d'accéder au Saint Graal. Voilà pour cette vulnérabilité. Il y a plein d'autres vulnérabilités qui ont été également annoncées cette semaine. Il y a les produits Apple, il y a des produits Microsoft, il y a Edge, il y a Chrome. Tout ça, ça a un lien toujours avec WebP, etc. Puis d'autres vulnérabilités qui ont été annoncées. Donc mettez encore à jour les processeurs de smartphones Android. Pareil, là, vous avez plein de programmes qui sont en attente de mise à jour. Pareil, c'est lié avec les images en WebP. Donc, mettez à jour, ça va tomber en cascade. Je pense que le réseau va saturer tellement qu'il y a des mises à jour. Voilà pour les vulnérabilités. Je suis en train de regarder le conducteur et le timer. Oui, ça va le faire. On va passer tout de suite. On va pas passer au dossier parce qu'on n'aura pas assez le temps de faire le dossier et le répondeur. Et je pense qu'on va faire tout de suite pas le répondeur, c'est la bulle audio. En fait, ce sont les messages des auditeurs. Librement Linux, la bulle audio des auditeurs. Excusez-moi, Steve. Steve, il paraît qu'il y a des auditeurs qui t'ont posté des messages. Oui, j'en ai eu quelques-uns. Et c'est vrai que comme on est un petit peu aussi sur la brèche, eh bien, en fait, on a retenu en tout cas deux candidats, je sais pas si vraiment c'est le mot à dire, en tout cas deux auditeurs qui nous ont laissé un petit message. Tu as lequel sous la main pour l'instant, Cédric? J'ai les deux, donc dis-moi lequel. Si ça commence par un P ou un M. Écoute, on va commencer par celui de P. De P, par exemple. Alors, il s'appelle pas Monsieur P. Non. Très bien, c'est parti. Salut Steve, c'est Pac Gomme, un fidèle auditeur de Librement Linux. Et j'ai vu ta petite requête. Et justement, je voulais, si c'est possible, pouvoir parler d'un sujet. C'était toutes les solutions open source pour le stockage en interne, quoi. Au lieu d'utiliser Dropbox, Google Drive et consorts, de pouvoir stocker soi-même ses données, c'est-à-dire utiliser Nextcloud, Unohost, CasaOS et d'autres. Donc voilà, je sais pas si c'est possible ou si c'est intéressant ou pas. Donc je te laisse le soin de
de regarder ça. Allez, voilà. Ciao. Merci. Alors, dis-nous tout, Steve. Mais écoute, en fait, justement, c'est que quand j'ai écouté son message à Pac Gomme, franchement, il y avait à boire et à manger dans sa question et plein de réponses. Et en fait, je trouvais que quelque part, j'étais certainement pas nécessairement, en tout cas, la bonne personne pour pouvoir y répondre clairement, précisément et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas le Tux ? Oui, en fait, dans sa question, il donne déjà une partie de la réponse, puisqu'il parle de Nextcloud. Moi, je connaissais aussi, il y a OnCloud, qui est en fait on reviendra sur l'histoire, mais en fait, oui, il est possible de faire des choses chez soi avec des solutions open source, auto-hébergées et tout ça. Après, ça amène plein d'autres questions, l'auto-hébergement, des questions de sécurité, parce que si on héberge chez soi, ça peut être dangereux. Voilà. Moi, ce que je propose, c'est qu'on lui fasse une réponse un peu plus étendue, parce que le sujet est vaste, lors d'un dossier. Oui. On évoquera les solutions open source qui existent, et aussi les risques d'avoir auto-hébergé ces solutions-là chez soi, surtout si on n'est pas informaticien. Oui, c'est vrai. Quand on n'est pas informaticien, en effet, le problème se pose parce qu'on veut pas donner ces données aux GAFAM, mais on a bien un as qui nous promet la lune. Donc, en effet, ça peut être tentant. Après, quand on a quelques notions d'informaticien, et je pense qu'il y en a beaucoup parmi les producteurs, achetez-vous un VPS et vous verrez le VPS, il pourra faire papa-maman, et pareil, vous pourrez mettre du OCloud, enfin tout ce que vous voulez. Il pourra même gérer vos mails si vous voulez. Oui, parce que il y a aussi une chose que je voulais préciser, c'est que la ligne que vous avez chez vous, il n'y a pas de garantie de service. Elle peut être interrompue et tout ça. Et donc là, comment vous faites pour accéder à vos données depuis l'extérieur ? Un VPS que vous prenez à l'extérieur, avec un contrat, il y a un minimum de garantie de service aussi qui vous permettra d'accéder plus facilement à vos données et avec des chemins, eux ils mettront en place des chemins de contournement si la liaison principale devait tomber. En tout cas, voilà, il y a aussi ça à prendre en compte. Oui. Après, il y a des associations qui proposent également des clouds privés, entre guillemets, semi-privés. En fait, la gestion technique est assurée par cette association, moyennant finance, évidemment, mais qui permettrait de faire ça. Donc, vous n'êtes pas trop dans la technique, mais vous avez vos données qui sont hébergées sur votre propre instance et qui n'est pas exploitée par d'autres personnes. Ça peut être également intéressant. On passe au deuxième poditeur. Écoute, oui, moi ce serait bien, oui, Mr. Spock nous aurait laissé un petit message bien à lui. Bonsoir Steve, mon amour adoré chéri. Tu me reconnais, je suis Choupinette alias ta conscience effarouchée. Est-ce vrai quand tu admires ton magnifique corps délabré, tu penses à Microsoft? Nom de Dieu, quoi. J'ai du mal à trouver une réponse claire par rapport à ça, parce que, ok, déjà l'intro est super chaude, il n'y a pas à dire. Alors, concernant mon corps délabré, il a entièrement raison en fait. Vous savez que j'ai pris de l'âge aussi, il faut dire ce qui est, donc il n'est pas toute première fraîcheur, on est bien d'accord. Alors à ce stade, est-ce qu'on parle encore de contemplation? Absolument pas, non, désolé. À ce stade-là, c'est fini, on contemple plus que son corps. Et puis après, est-ce que franchement, je pense à Microsoft? Eh bien, je vais te dire non, c'est fini. Moi, je vais plutôt, en tout cas, orienter mes pensées maintenant à la fougueuse et à la prometteuse distribution Linux. Pour être franc avec toi, tout ça pour dire que non, non. Tu vois les vieux cons comme moi réfractaires, non, ça arrive encore de pouvoir changer et de pouvoir en tout cas se remettre en question. Donc voilà. Merci de m'avoir rappelé que mon corps était complètement délabré. Mais non, t'inquiète pas, t'es encore sexy. C'était beau. C'était beau celle-là, je te jure, franchement, quoi. D'ailleurs, pour rappel, comment vous faites pour nous poster un message? Steve va nous Hello dire. Tout le monde. Alors j'ai une petite requête à formuler à tous, dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts. Si vous aviez une question, une réflexion, une affirmation, bref, quelque chose à formuler, envoyez-moi cela de votre plus belle voix, un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur. Vous serez bref et succinct. Vous m'envoyez un petit fichier au format MP3 ou OGG. Enfin, bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix. Quelques-unes de vos interventions seront retenues et rediffusées lors de la rubrique. Merci d'avance à tous pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme qu'avec votre collaboration.
C'est vrai. Merci Steve. Ouais. Avec grand plaisir en tout cas. Merci à vous tous. Bon, c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode de n'importe quoi, de Librement Linux. Je suis très déconcentré ce soir, ça va pas, la technique me lâche. Mon cerveau n'est pas du tout là-dessus, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. En tout cas, donc on vous remercie pour votre fidélité. On vous remercie également pour votre générosité au niveau des messages. Continuez à en envoyer à Steve, il en réclame encore. Ouais. Très bien. La prochaine fois, on parlera sûrement des Flatpak ou du Snap. On devait en parler ce soir. Oui, c'est ça. Et ou des Appimages ou des RPM, etc. On devait en parler ce soir, mais on va le reporter parce que le temps nous manque. Au niveau sécurité également, je voulais vous parler de Tomcat, de Steam, de Shadow, mais tout ça, on pourra le reporter au prochain épisode. Il n'y a pas urgence. Si, il y a urgence à la télé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va falloir que j'arrête parce que il y a urgence qui commence. Je vous souhaite. Oui, non. Oh là là. Je cherche mes mots là. Merci à Enrique pour la musique, tout ça. Je vous rappelle que Librement Linux est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4. La team Librement Linux vous souhaite une agréable semaine. Pour tout vous expliquer, j'ai un écran qui me fait des flashs depuis tout à l'heure. J'arrive plus à lire le conducteur normalement. Steve, le Tux masqué, rendez-vous au prochain numéro. Bye bye. Avec grand plaisir. Bye. Bon allez, le Tux viens m'aider, on va mettre Papy Cédric au lit, je crois qu'il en peut plus là. C'est mon écran qui en peut plus là, j'en peux plus.